auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'Écho des Camils. Alors une émission que nous allons consacrer ce soir à essayer de décoder ce qu'on a appelé le projet tyrannique, pour ne pas l'appeler dictature sanitaire, on reviendra vite dessus. Invité de cette émission ce soir, deux invités de marque, et ça nous réserve, je l'espère, une très belle émission. Georges Feltin-Tracol, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Méridien Zéro. Et Lucien Cerise. Oui, bonsoir aux auditeurs et merci pour l'invitation. Écoutez, il n'y a pas de secret avec les auditeurs de Méridien Zéro. Nous sommes au cœur des journées d'été des Lansquenets d'Europe. Et écoutez, on aura même un troisième invité de marque tout à l'heure, puisque normalement Gabriele Adinolfi doit nous rejoindre pour une troisième partie d'émission un petit peu plus détonnante. Mais on va déjà commencer par essayer de décrypter, en tout cas selon les yeux avertis de nos invités, mettre un petit peu des mots derrière ce qui se passe, parce qu'il ne faut pas se laisser sidérer par la situation. Alors, on a fait le choix de partir de l'intervention d'Emmanuel Macron du 12 juillet. Je sais que Lucien... Georges, toi, tu l'as vu son intervention, qu'est-ce que tu en as pensé ? Bien entendu que j'ai regardé l'intervention de notre petit timonier national et j'ai trouvé que déjà c'était extrêmement inquiétant tout ce qu'il disait. On aura l'occasion de développer et cela a confirmé certaines orientations qu'il a données dès le départ de son quinquennat. En tout cas que nous passons vraiment un cap avec cette intervention qui était parfois surréaliste, mais nous y reviendrons. Toi, Lucien, l'intervention d'Emmanuel Macron, comment tu l'as, si tu devais la décrire en quelques mots, on va y revenir un petit peu plus en détail pour la décortiquer, mais comment est-ce que tu la qualifierais ? En fait, je ne l'ai pas vu. En fait, c'est-à-dire que je ne pouvais pas la voir en direct parce que je n'avais pas les moyens, audiovisuels sous la main. J'étais en déplacement. Et puis ensuite, je suis pas masochiste, donc je me la suis pas repassée en différé. Il faut pas exagérer. Donc, par contre, j'ai vu effectivement. Ensuite, je me suis tenu au courant des applications dans les jours qui ont suivi. Et puis, de l'actualité effectivement de la loi sur le passeport sanitaire et de tout ce qui tourne autour de ça. Alors, dès le soir même et dès le lendemain, le mot dictature sanitaire a été utilisé par beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, avec ce sentiment d'une violence très forte. Toi, Georges, tu ne souhaites pas qu'on utilise le mot de dictature ? Et donc, on va éviter de l'utiliser, mais que nos auditeurs sachent pourquoi. Alors, en effet, je ne suis pas favorable qu'on utilise le terme dictature. Je préfère qu'on emploie les termes de tyrannie sanitaire ou de despotisme sanitaire. Pourquoi je défends la dictature ? Il faut toujours revenir aux origines, et ici les origines sont romaines, avec cette magistrature d'exception de la République romaine sous l'Antiquité, quand la cité de Rome était en grave danger. On nommait un magistrat qui exerçait tous les pouvoirs pendant 6 mois, assisté d'un maître de la cavalerie, et à eux deux, ils avaient la mission de sauver Rome. L'exemple le plus parfait, c'est Cincinnatus, dictateur qui sauve Rome et qui ensuite retourne cultiver son champ. Si j'ai tout compris, donc moi je vais dire que Emmanuel Macron est un dictateur puisqu'il est là pour nous sauver. Tu es infecté par le médiatiquement correct. Ça tombe bien, on va faire un peu d'ingénierie sociale et ça va peut-être me laver le cerveau. Alors, pour faire simple, moi je verrai au moins 3 choses dans l'intervention d'Emmanuel Macron, décidément. D'abord, elle était très orientée économie, comme s'il faisait un bilan de sa gestion de crise. En disant finalement on a peut-être été les moins pires, etc. Ensuite, une partie très violente sur la mise en place du pass sanitaire et toutes les conséquences sociales que ça peut induire et qui vraiment là ont sidéré beaucoup de monde mais on va y revenir, on va les détailler, mais
mais parce qu'on s'y attendait vraiment pas. Ils avaient toujours dit, mais même si on sentait, enfin, on est quand même habitué à leur rhétorique, on sentait que c'était une manière de dissimuler les choses. Et puis après cette diatribe tyrannique, la volonté de dire on va quand même faire des réformes. Alors je vous laisse vous exprimer sur le contenu de ce qu'il a dit, on va la détailler un petit peu plus, et puis j'aurai aussi un avis à émettre sur la question. Qui veut commencer ? Allez. Alors, il est exact que Emmanuel Macron, au tout début, a fait une autocongratulation. Il a expliqué, par exemple, concernant l'enseignement, qu'à la différence de l'Italie ou même de certains États des États-Unis, les élèves ont quasiment suivi des cours au cours de l'année scolaire 2020-2021. J'ai eu l'impression que c'était déjà un président en campagne électorale pour sa réélection l'année prochaine. Il essayait de montrer qu'il était à la fois sensible à la situation et ferme, très ferme dans les solutions. On avait l'impression de voir une sorte de petit enfant gâté qui est en train de faire un caprice devant des millions de téléspectateurs. Il est exact que la grande partie de son intervention, à la surprise de nombreux commentateurs, porte sur l'économie et le social. Et à cela s'ajoute, et là encore je partage ton avis, l'extrême violence concernant la résolution du problème autour du Covid. C'est extrêmement important. On a l'impression, et c'est plus qu'une impression, qu'il a vraiment intégré les deux éléments, l'aspect sanitaire, l'aspect économique et social, ce qu'on appelle l'aspect socio-économique, avec des répercussions d'ordre politique. Et le fait qu'Emmanuel Macron, l'homme qui a été élu il y a 5 ans à la suite d'un coup d'État médiatico-judiciaire, voire l'affaire Fillon, voire le trucage de certains bureaux de vote, voire aussi les derniers numéros de faits et documents sur les connexions financières de Macron. Eh bien, Macron s'est donné une image de disrupteur, avec la disruption. Eh bien ici, j'ai l'impression que nous avons eu une intervention devant les Français totalement disruptive. Et disruptive contre qui, cette fois-ci? Contre son propre peuple. Oui, donc, il y a à peu près une dizaine d'années, je m'étais exprimé sur Méridien Zéro, sur le transhumanisme. On avait fait une émission à plusieurs. En fait, il n'y a pas de crise sanitaire. C'est-à-dire que l'épidémie de coronavirus est un prétexte pour nous faire entrer dans le transhumanisme. Et effectivement, c'est disruptif, parce que ça crée une rupture. Puisqu'il va falloir passer dans une autre espèce, une espèce sous contrôle de l'informatique. C'est ça en fait fondamentalement. Tout ce que nous vivons en ce moment a pour finalité de faire passer en fait l'espèce humaine sous contrôle de l'informatique, avec un encadrement informatique complet, un encadrement technoscientifique, mais plus précisément informatique, souvent donc avec de l'intelligence artificielle et à terme un remplacement de l'espèce par de la robotisation et par de l'automatisation. Effectivement, ça c'est effectivement très violent. Et en fait, tous les discours tenus par les politiques, Emmanuel Macron, Gabriel Attal, etc., sont en fait des tentatives de fabriquer le consentement à cette violence ultime qu'est en fait l'extermination de l'espèce humaine. Puisque en fait, faire passer l'espèce humaine sous contrôle de l'informatique, c'est en finir avec la sélection naturelle, en réalité, pour nous faire passer sous une sélection artificielle. C'est-à-dire que le mode de régulation de nos vies, ce ne sera plus en fait le biologique, ce sera le numérique.
Bon, vous comprenez en fait la révolution que ça représente. La révolution au sens vraiment négatif du terme, c'est-à-dire la rupture qui est en fait, c'est la révolution des révolutions. En fait, c'est la révolution ultime, quoi. C'est pas un changement de régime simplement, non, c'est un changement en quelque sorte non seulement d'espèce, mais de mode de sélection du vivant, puisqu'en fait on va nous faire subir par la stérilisation induite par les produits génétiques qui sont inoculés. On va nous faire subir le sort des fruits et légumes OGM. C'est-à-dire sans pépins ni noyaux. Donc en fait, on est dans un vaste processus de stérilisation du vivant que j'analyse depuis une dizaine d'années. Enfin, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais c'est juste des faits. J'avais traité un peu de ça dans Gouverner par le chaos, enfin un peu, même franchement, de ça. Voilà. Donc en fait, alors bon, il y a 10 ans, j'attendais, je pensais qu'en fait, bon, l'opération que nous subissons actuellement, je m'y attendais, évidemment, mais je pensais que le pouvoir passerait peut-être plus par l'alimentation. Donc je savais pas trop, en fait, parce que j'observais notamment tout ce qui se passait autour du Codex Alimentarius en fait tout ce qui se passait autour justement de la sélection des semences autorisées, celles qui n'étaient pas autorisées, puis cette façon effectivement de contrôler la reproduction des fruits et légumes. Et donc là, le pouvoir est en train de nous appliquer à nous, humains, après aussi l'avoir appliqué aux animaux, avec la stérilisation des animaux domestiques, ça se fait depuis des dizaines d'années maintenant. Et bien voilà, donc c'est notre tour. C'est notre tour. Nous allons devenir des OGM stériles. Voilà. Cela me fait penser je rebondis sur ce que dit Lucien Cerise, ça me fait penser à un petit essai sorti il y a plus de 20 ans de cela, écrit par Peter Sloterdijk, qui s'appelait « Règles pour le parc humain », qui avait provoqué à son époque un immense scandale. Et chose assez intéressante, et peu de personnes s'en souviennent, dans sa chronique hebdomadaire du Point, notre cher ami Bernard-Henri Lévy défendait Sloterdijk et ce livre. Même si aujourd'hui BHL est résolument hostile aux mesures prises contre le Covid, puisqu'il parle lui aussi de dictature sanitaire. Donc la situation est assez compliquée, mais on peut constater qu'il y a une forme d'ingénierie du vivant, et ici cette ingénierie du vivant concerne, comme vient de le dire Lucien, l'être humain. Donc on est, selon ce que dit Lucien, on est dans une étape du Grand Reset finalement. C'est ça ? Oui, puisque Klaus Schwab, qui est le porte-parole actuel de ce concept-là de grande réinitialisation, je dis bien porte-parole actuel parce que ça a commencé il y a une petite dizaine d'années avec Christine Lagarde, qui en parlait spécifiquement pour l'économie mondiale. Là, on voit bien que ça touche tous les aspects de l'existence, y compris la génétique. Donc, il va y avoir une grande réinitialisation du vivant. Et c'est ce que disait Schwab dans un ouvrage de 2016, La 4e révolution industrielle. Donc il parlait du transhumanisme et il parlait de la fusion du biologique et du numérique. Cette fusion va se faire à l'avantage du numérique, parce qu'en fait c'est le projet. Ça se fait pas tout seul, tout ça. En réalité, c'est un projet de contrôle centralisé du biologique. Alors, une des caractéristiques du biologique, c'est précisément l'absence de contrôle centralisé. Ça se développe de manière décentralisée et par adaptation à un environnement réel. Là, en fait, ce développement naturel, il faut en finir avec ce développement naturel du biologique. Il faut centraliser le biologique, le développement du biologique de manière artificielle ou culturelle. Donc on est dans un immense processus de passage de la nature à la culture, enfin plus exactement qui consiste à faire passer la nature sous contrôle de la culture. Parce qu'il y a une dialectique entre la nature et la culture. Mais là, en fait, il faut en finir définitivement avec la nature. Et pour que ce qui reste de la nature soit parfaitement encadré
et sous contrôle centralisé. Ça, c'est essentiel, parce que là, après, on passe justement aux aspects politiques et géopolitiques, c'est-à-dire le mondialisme, c'est-à-dire l'organisation centralisée de la vie sur Terre, quoi. Alors, dans ce chemin pour aller vers de la procréation artificielle, il y a d'abord une étape de stérilisation pour empêcher les humains de se reproduire naturellement, c'est ce que tu dis. Il y a pas mal de chercheurs déjà qui se plaignent des influences des radiofréquences, des ondes sur la fertilité de l'humain en général. Et c'est vrai qu'on a vu se développer les fécondations in vitro dans nos entourages réciproques. Il y a beaucoup de difficultés à procréer, alors que ça vient de l'alimentation ou d'autres choses. On a vu apparaître ces derniers temps la PMA, la procréation médicalement assistée. Et on va aller effectivement peut-être vers un scénario, c'est ce que disait aussi Pierre Hillard, du meilleur des mondes, où il y aura une vraie sélection génétique, et puis peut-être que ne pourront se payer un enfant que ceux qui en auront les moyens. C'est peut-être une autre manière de réduire la population, parce que ce que tu dis entre les lignes, ou que tu n'as pas dit, mais que j'ai lu par ailleurs, Lucien, c'est que pour toi, ces vaccins, parce qu'ils peuvent tous avoir des effets différents, ces vaccins peuvent avoir des effets négatifs ou très négatifs. On va passer assez rapidement là-dessus, mais quand même faire un rappel. On a dit que... Oui, en fait, pour aller vite, parce que le temps passe vite. Donc oui, il y a 4 produits dits vaccins, appelés vaccins, qui sont inoculés en France. Il y en a 2 qui sont des vaccins à OGM, des produits OGM. Tu peux rappeler leur nom, histoire que les auditeurs soient... Oui, alors c'est le Janssen et le AstraZeneca. Qui sont OGM. Qui sont OGM. Et puis il y en a 2 qui sont à ARN messager. Alors les 2 produits à OGM, j'ai pas exactement compris leur fonctionnement, mais j'ai envie de dire, rien que le nom, moi je veux pas d'OGM dans mon assiette, c'est pas pour qu'on les injecte dans le bras, quoi. En revanche, le fonctionnement des 2 produits à ARN messager, ça je l'ai compris, enfin, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit en fait de passer un ordre à nos cellules. C'est-à-dire que le vaccin, le produit injecté, passe un ordre à nos cellules de fabriquer une protéine que le corps humain ne produit pas spontanément. C'est-à-dire qu'on est vraiment augmenté par le vaccin, entre guillemets. En l'occurrence, c'est la protéine S, la protéine Spike, qui, elle, est produite spontanément par le virus. Mais elle n'est pas produite spontanément par le corps humain. C'est-à-dire qu'en fait, ces produits-là, le Moderna et le Pfizer, nous transforment en virus, ni plus ni moins. Donc voilà. Donc c'est pour le moins inquiétant. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, ce ne sont pas des vaccins au sens de Pasteur. C'est où en fait on nous injecte une version atténuée, une version édulcorée d'un virus. Non. On nous fait fabriquer le virus, mais pas édulcoré, quoi, en version synthétique, mais normale, quoi. Et donc en fait on produit un schisme au sein même de notre corps. Notre corps va se battre contre notre corps, puisque notre système immunitaire va se dresser contre nos cellules qui se mettent à fabriquer de la protéine S, la protéine Spike. Donc c'est vraiment une production, en fait, c'est ce que Gregory Bateson appelait la schismogénétique. C'est en fait, appliqué, lui, quand il parlait de ça, c'était concernant la production de schizophrènes, en réalité, la fabrication en série d'esprits dissociés. Là, en fait, on passe à la fabrication en série de corps dissociés, d'organismes dissociés, puisque notre corps va se battre contre notre corps. Mon corps va se battre contre mon corps si je suis injecté par ces produits à ARN messager. Mais si je comprends bien, à partir du moment où on est vacciné à ARN, on génère le vaccin, le virus, pardon. Oui. Donc ça veut dire qu'on devient contagieux pour nos proches. C'est ce qui se passe de toute façon. Puisqu'on sait très bien que effectivement, les gens vaccinés entre guillemets, de toute façon, ne cessent pas pour autant d'être sensibles, de tomber malade, ni même de transmettre le virus. Donc en fait, on est dans la production de virus, purement et simplement. Donc plus on vaccine et plus on devient transmetteur de ce virus à nos proches, finalement.
Oui. Ouais. Ok, donc ce processus-là, il s'intègre. Alors c'est une étape, c'est qu'un aspect du grand reset tel que voulu par Schwab et Man Ray. Oui. Il faut savoir que dans le cinéma ou la bande dessinée, ce que disait tout à l'heure Lucien se réalise, on le montre. Par exemple, dans les films, les grosses productions, les Avengers ou bien de la Ligue de Justice, il y a toujours un cyborg, c'est-à-dire un homme mi-organisme vivant, mi-organisme technique, ordinateur. Comme par hasard, quand on sait que les bandes dessinées venues des États-Unis et les comics diffusent de plus en plus l'idéologie cosmopolite que nous connaissons bien, ce n'est pas surprenant. L'exemple de Iron Man dit tout. On voit un homme qui n'a aucun pouvoir, mis à part qui est très très riche, qui se fait construire une armure de nouveau chevalier capable d'aller dans les airs, de tirer des rayons laser, et il est assisté par une intelligence artificielle basée dans sa maison. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la série des Avengers ou même de la Ligue de Justice avec Superman, Batman, etc. etc. On reviendra sur cet aspect-là on va dire de reformatage informatique, pour reprendre une de tes expressions, parce que je pense qu'effectivement c'est quelque chose, et d'homme augmenté. On y reviendra un petit peu plus tard, mais je voulais qu'on l'évoque en introduction, parce que c'est pour montrer que, comme dit Hilar, le Covid finalement c'est qu'un allume-gaz, c'est qu'un prétexte pour aller vers autre chose. Je reviens à notre cher président Macron, et je voudrais vous livrer un sentiment, voir s'il peut être partagé ou pas, mais j'avais pas vu, moi, Georges, qu'effectivement il était en campagne, mais j'avais vu qu'il était là pour séduire une partie des gens qui l'ont mis au pouvoir, et je pense que son intervention, pour moi, elle est très orientée grandes entreprises, et pourquoi d'un seul coup impulser cette peur pour obliger les gens à vacciner, et il l'a dit en introduction, c'est pour empêcher que les entreprises ferment finalement. Et donc pour moi, son intervention là, elle est calée pour faire plaisir aux MEDEF, aux grandes entreprises. Et finalement, on l'a très vite vu dans les entreprises dès le lendemain. Moi, j'ai reçu un mail de mes RH ou de mon PDG qui me disait allez-y, faites-vous vacciner. Et dans toutes les entreprises, les messages étaient prêts. On avait vraiment l'impression que les messages étaient prêts, qu'il y avait une harmonie là. Et ces campagnes d'anticipation, le MEDEF en est friand. Il sait faire ça. Il sait faire. Il a été voir le gouvernement avant. Ils savent que telle directive va passer, et donc les messages, les communications, elles sont prêtes. Et là, dans toutes les entreprises, on a ce phénomène-là de mise de pression qui accentue ce que Macron a mis en œuvre. Ce que tu nous dis est parfaitement juste. Il faut bien savoir qu'Emmanuel Macron a été élu en 2017 en grande partie par les électeurs de gauche. Je parle du premier tour, bien entendu, puisque je rappelle que Macron était ministre de l'économie de l'extraordinaire François Hollande. Mais maintenant, depuis qu'il a nommé Édouard Philippe, puis ensuite Jean Castex, qui eux viennent du monde autour de Juppé et de Nicolas Sarkozy, et les commentateurs politiques le confirment, le gouvernement Macron, au cours de ce quinquennat, se déporte de plus en plus vers la droite afin de récupérer l'électorat orphelin de cette droite conservatrice libérale pourrie qui se concrétise autour de l'UDI et des Républicains, puisqu'il sait que son côté gauche est en train de perdre son côté gauche. Mais est-ce qu'il est candidat ? Oui, je l'ai pensé quand je l'ai vu, mais n'oublions pas qu'il avait dit il y a quelques mois de cela dans un entretien que peut-être il serait obligé de prendre des mesures exceptionnelles et que, en raison de l'impopularité record, il serait contraint de ne pas se représenter, de faire comme François Hollande. Alors, il est vrai que pour l'instant, statistiquement, je pense qu'il est à 80% candidat à un second mandat, mais il y a toujours cette incertitude de 20%.
Mais je suis même pas sûr qu'il serait pas réélu, parce qu'on s'aperçoit que le schisme il est en train de grandir dans la société, et qu'il y a les gens qui estiment qu'il faut se vacciner par civisme pour pas mettre en danger son oncle, sa tante, son grand-père, son petit bébé, etc., sa grand-mère. Et pour illustration, j'ai vu tout à l'heure, suite aux manifestations du samedi, de ce samedi 24 juillet, puisqu'on est ce jour, des gens qui balançaient de la flotte sur les manifestants, en disant mais tirez-vous, vous nous emmerdez. Donc le schisme il est là, et je me demande si finalement ce nouveau paradigme il n'est pas en train d'émerger, mais quoi qu'il en soit, il y a des gens qui vont certainement être satisfaits de sa manière de gérer la crise, d'être très autoritariste, tout en étant totalement inconscient sur le fait que tous ces vaccins sont encore expérimentaux, mais je crois profondément qu'il a des gens qui vont le soutenir. C'est évident. Ce sont les classes d'âge les plus âgées. Mais pas que. Qui ont l'habitude de voter énormément, qui vont très certainement soutenir Emmanuel Macron, aussi bien au premier qu'au second tour, si jamais il se représente. Mais il y a aussi d'autres groupes, les cadres supérieurs, et les femmes, les familles monoparentales assez aisées, et choses comme ça. Ces groupes sociaux qui forment l'élément de base de la Macronie. Oui, en fait, globalement, tous les gens qui croient en la narration médiatique, politico-médiatique sur la Covid-19 voteront comme un seul homme pour Emmanuel Macron. Et ça fait, au bas mot, facilement 20 millions de gens. Sachant que le corps électoral en France est de 40 millions, voilà, donc pour gagner une élection, il faut effectivement faire 20 millions plus 1, et là, il est évident que Macron les a. Donc il prendra, il n'y a pas de risque à l'envoyer à la présidentielle. Enfin, je veux dire, au deuxième tour, il peut perdre, mais face à qui ? Il peut perdre face peut-être à Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, mais qui feront la même politique que lui. Donc en réalité, pour le pouvoir suprême, il n'y a pas de risque. De la même manière, il est à peu près sûr de gagner face à Marine Le Pen, parce que il y aura encore en fait le Front républicain, toutes ces conneries, le stop au fascisme, ce genre de conneries. Sauf si les Mélenchoniens deviennent vraiment révolutionnaires et font ce qu'ils auraient dû faire à la précédente élection, c'est-à-dire qu'ils bousculent le système et qu'ils votent pour Marine. Mais demander aux gens de chez Mélenchon d'être révolutionnaires alors qu'ils passent leur vie à croire qu'ils le sont, c'est peut-être un petit peu trop leur demander. Mais... Oui, faut pas rêver, oui. On sait jamais. Non, mais il y a une partie, oui, peut-être une partie. Une partie des gens qui ont voté pour Mélenchon ont voté pour Marine Le Pen au deuxième tour en 2017. On le sait. Mais c'est pas la majorité. C'était un enjeu. Et ce qui me fait dire, parce que là, l'opération est quand même très bien ficelée. Au début, ça ne devait concerner que les soignants, qui, soit dit en passant, ont déjà dans leur contrat de travail l'obligation de se faire vacciner. Alors pour l'instant, ça ne concernait que l'hépatite B, mais là, du coup, ça fait partie de leurs obligations d'accepter la vaccination. Sauf que là, on est sur des vaccins, et c'est ce qui pose problème, qui sont encore des vaccins expérimentaux. Et quand on voit comment ils ont fait l'aller-retour sur l'AstraZeneca, forcément, ça ne peut pas rassurer toutes ces populations. Et donc, tout ça, c'était bien ficelé, parce que, en tout cas sur le papier, parce que dès avant-hier, le 22 juillet, au Parlement, le Parlement a voté le fait que on pouvait priver les gens de salaire pendant 2 mois, pour leur laisser le temps de se vacciner. Mais pendant 2 mois, ils ne sont pas vaccinés, et si jamais ils ne sont pas vaccinés, ils seront licenciés pour cause réelle et sérieuse, donc avec indemnité. Et donc là, ça fait dire que qu'il faut surtout pas démissionner. Non, je veux dire, maintenant là c'est une guerre à mort, et comme le dit Jean-Eudes, excusez-moi, il est un peu tard, Jean-Yves Gana, donc un des responsables de l'Alvarium, la lutte à mort nous rend joyeux. Donc nous allons au combat joyeusement. Et donc effectivement, il ne faut surtout pas démissionner, il faut effectivement faire traîner les choses en longueur. Ce qu'il faut maintenant, c'est gagner du temps et obliger le pouvoir
à travailler pour le fatiguer. Et c'est là que je dis qu'on est dans une partie de poker menteur d'un très haut niveau, parce que, et deux chiffres pour l'illustrer, depuis son intervention du 12 juillet, donc 12 jours plus tard aujourd'hui, il y a 4 millions de Français qui ont pris rendez-vous pour se faire vacciner. Et pendant son intervention, le temps qu'elle a duré, il y en avait 17 000 qui s'étaient inscrits sur Doctolib pour aller se faire vacciner. Donc on est dans une vraie opération de sidération sur laquelle les entreprises surfent, mais de manière totalement décomplexée. Le droit n'est pas voté, rien n'est voté, on n'est que sur des effets d'annonce, et pourtant ils y vont. Et ça, c'est typiquement des méthodes de voyous, comme le savent le faire les grands patrons, les grandes entreprises françaises. Donc le conseil, c'est ne démissionnez pas et attendons. Parce que faire traîner en longueur, hein. Il faut gagner du temps, faire traîner en longueur les choses le plus possible. Et ce qui, pour moi, bluff contre bluff, montre qu'on est dans une partie de poker menteur, c'est que l'histoire de licencier, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Dans le corps médical, on est déjà sur des métiers qui sont en tension, où il manque du monde dans tous les sens, et de faire croire qu'on va les licencier et puis qu'on va retrouver du monde du jour au lendemain pour les remplacer, c'est pas possible. Et dans les entreprises, c'est pareil. Il y a peut-être deux solutions qui sont assez négatives, je le concède volontiers. Soit on remplace les infirmières, les aides-soignantes licenciées par des robots, des machines, comme ça commence à être le cas au Japon, dans les maisons de retraite. Ou bien on fait venir des migrants, réfugiés, exilés, qui ont la valeur de Léonard de Vinci, de Vivaldi, de Shakespeare, de Nietzsche, et qui malheureusement ne pourront pas s'épanouir dans ces domaines pour s'occuper de mamie et de papy. Alors la question des robots, on y reviendra notamment dans la partie sécuritaire, mais je crois que s'ils devaient jouer cette carte-là, ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas encore la technologie prête à débarquer dans les hôpitaux, en tout cas pas en France, pas en Europe. Et puis les migrants, bon, il ne faut pas rêver, c'est comme n'importe quelle personne que tu prends, il faut la former. Pour moi, c'est pas viable. Les patrons d'entreprise, à part les gens dont ils voudront se dégager, se débarrasser, ils le feront avec plaisir, mais on ne peut pas déstabiliser toute une entreprise environ comme ça des gens. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'y crois pas. Je pense que ça ne tiendra pas. En fait, je pense que, parce que là tu dis que c'est pas viable, mais c'est pas le problème. Enfin, je veux dire, le pouvoir ne cherche pas des solutions viables. Tu vois, c'est pour ça que en fait ce que dit Georges, effectivement, c'est ce qui va être appliqué. C'est-à-dire, c'est les petits robots néo là, en fait, qui s'occupent effectivement des vieillards dans les EHPAD, dans certains pays, et qui donnent l'illusion d'une présence humaine, enfin, et qui remplacent en fait finalement même le petit chien ou le petit chat, quoi, parce qu'ils ont un petit visage rondouillard, enfin, je veux dire, avec des grands yeux et puis un sourire. Donc ça donne vraiment. Enfin, là, on est vraiment dans la parodie, quoi, en fait, enfin, le simulacre définitif, quoi. Et puis, bon, bah, les clandestins, quoi, voilà, qui seront effectivement, en fait, qui seront formés en 48 heures, juste pour effectivement, verser un verre d'eau, au vieillard en fin de vie, et puis allez, roule ma poule, quoi. Enfin, je veux dire, tout ça, effectivement, c'est pas viable. Mais c'est pas le problème du pouvoir, hein. Enfin, je veux dire, Macron, on a strictement rien à foutre de la viabilité économique pour le peuple. Son but, lui, c'est de découpler fondamentalement tous les circuits socio-économiques, avec, en accentuant la différence entre les riches et les pauvres. Donc si c'est pas viable pour les pauvres, c'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème, c'est même recherché en réalité. En revanche, effectivement, les riches continueront, eux, effectivement, à pouvoir bénéficier de soins. Alors après, effectivement, bon, il y a aussi toute une gradation, hein, dans le traitement des riches et des pauvres. Et puis en fait, c'est les super riches qui, à un moment donné, vont se séparer physiquement, même des riches. Et c'est pour ça qu'on attend toujours ce moment où la bourgeoisie va comprendre qu'elle doit être solidaire des classes moyennes et du prolétariat. Ça, on l'attend. Et puis, je ne sais pas si ça va se faire. Parce que la bourgeoisie s'imagine toujours que, malgré tout, à un moment donné, elle va être respectée et elle va être appelée.
par le pouvoir suprême. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas le pouvoir suprême. Mais elle croit encore qu'elle va être appelée par le pouvoir suprême. Mais elle aussi, elle sera remplacée par des clandestins, par des migrants, ou par des robots, ou par même de l'intelligence artificielle pure, des algorithmes, etc. quoi. Donc voilà, donc en fait la viabilité n'est pas un impératif pour le pouvoir. Ou alors, comme je me trompe, peut-être que la technologie est là et que je ne suis pas suffisamment éveillé. Le pouvoir mise sur la guerre de tous contre tous. On est dans une logique vraiment de conflit, et le fait, ce que tu nous indiquais tout à l'heure, que des personnes depuis leur balcon balançaient de l'eau sur les manifestants contre le pass sanitaire, c'est extrêmement révélateur de ce début de conflit de tous contre tous. Et il faut savoir, on se replace dans la logique de Hobbes, le Léviathan. Pourquoi y a-t-il un État fort, un État qui impose l'ordre, la sécurité, la violence légitime? C'est pour éviter cette lutte du tous contre tous. Alors du coup, je reviens à la notion de grand reset, puisque finalement la population n'est peut-être pas éveillée au fait que la transformation arrive, qu'elle va être violente, et du coup ils jouent les blancs, en face, et ils prennent l'avantage en réinitialisant d'une autre manière les métiers qui doivent disparaître et ceux qui doivent naître. C'est vrai qu'on a commencé tout doucement à remplacer les docteurs avec ces consultations à distance. Aujourd'hui, c'est un médecin en face, demain ce sera une intelligence artificielle. Pareil pour les avocats, pareil pour les comptables, pareil pour beaucoup de métiers. Et quand on écoute effectivement tous ces gens qui travaillent à la transformation alors un chiffre, je crois que 60% des métiers qui doivent exister dans 30 ans n'existent pas. Je crois que c'est ce chiffre-là qu'il faut avoir à l'esprit, et donc la transformation, elle peut être violente. Deux remarques. Il y a d'abord un phénomène qu'on a été peu sensible, c'est le fait de la numérisation des copies du baccalauréat en philosophie, puisque les correcteurs de philosophie ont protesté, puisqu'ils n'avaient plus cette année les fameuses copies papier pour pouvoir corriger. Ils devaient aller sur un logiciel spécial où ils étaient fliqués en permanence par les inspecteurs pédagogiques et les inspecteurs de philosophie de l'éducation nationale, et ils avaient un temps très limité, avec des difficultés, puisqu'ils nous expliquaient souvent que quand il corrigeait une copie, il regarde la copie précédente, il regarde la copie suivante, et il dit tiens, je vais modifier ça parce que les premières copies j'ai peut-être sous-noté ou surnoté. Là, il ne pouvait pas. Et en plus, ils avaient un temps limité pour rendre ces copies. Et dans certaines académies, les inspecteurs sont intervenus en leur disant vous ne respectez pas quasiment un travail de staccanoviste. Donc numérisation des copies, à terme, il n'y aura plus de correcteurs humains, ça sera des correcteurs par l'intelligence artificielle. Seconde remarque, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 40 ans de cela, il y avait eu un grand dossier de la trilatérale qui avait été rendu public, qui estimait que tôt ou tard, 80% de la population n'aurait pas d'emploi. Et seulement 20%. D'ailleurs, j'en parle dans un de mes essais édités à Synthèse Nationale en 2015, en liberté surveillée. Avec l'éventualité, du coup, dans ce grand reset, alors qu'on croyait très utopique et très complotiste, mais qui finalement, s'il est en train de démarrer là, et qu'on ne l'a pas vu venir, il est en train de démarrer, ça veut dire qu'on va réellement aller vers un revenu universel. Bien entendu. Alors je vais aller beaucoup plus loin. Non seulement il y aura le fameux revenu universel ou allocation universelle, mais il ne faut pas oublier que Brzezinski, grand géopolitologue, s'est fait connaître en Europe par son livre au début des années 70 sur la technotronique, où il expliquait que déjà l'intervention de ce qui allait devenir un jour l'informatique dans la vie quotidienne des populations. Et il disait, pour tenir ces 80% qui n'aura pas d'emploi, il faudra utiliser l'infotainment, c'est-à-dire un mélange de divertissement et d'informations biaisées.
Mais il n'y aura pas que cela. Allocation universelle, que je préfère au terme de revenu universel. Infotainment, c'est-à-dire divertissement style Hanouna ou quotidien sur les chaînes françaises, mais aussi légalisation du cannabis et des autres drogues, voire même l'obligation d'en utiliser, comme dans le meilleur des mondes, le fameux Soma. Et tout ceci pour empêcher les populations de se révolter. De se révolter et de se reproduire finalement, parce qu'on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, de la lutte entre nature et culture, avec justement cette mainmise sur la capacité à se reproduire. Alors là, je vais peut-être un petit peu en désaccord avec Lucien. Cette stérilisation pourrait concerner en priorité les populations d'origine européenne, et une fois écartées, ces populations, une fois écartées, seraient remplacées par des populations allogènes venues hors d'Europe. C'est un choix, c'est une hypothèse que je lance ce soir. Qu'est-ce qu'on reproche aux Européens, d'être trop épris de liberté, d'être trop... Il faut savoir tout ce qu'il y a actuellement, l'idéologie multiculturaliste, décoloniale, sur les racisés, les manifestations des hystériques féministes contre le, je cite, patriarcat hétéro-normé, décolonial, non racisé, patati patata. Donc l'homme blanc est aujourd'hui l'ennemi à abattre. Ce que certains penseurs de la mouvance appellent l'hyperclasse ou la nouvelle classe mondialiste n'en a rien à cirer de l'Européen qui habite l'Auvergne ou le fin fond de la Dordogne. J'irai même encore plus loin que ça. C'est que si on est dans un grand reset où il faut économique, planétaire, où il faut économiser les énergies, le standard de vie de l'homme blanc, avec sa mauvaise habitude de se déplacer, de prendre l'avion, de prendre le train, d'avoir des vacances, etc., ça consomme beaucoup d'énergie, et du coup on va peut-être en profiter, et c'est une des mesures de ce pass sanitaire macronien, mais il est partout pareil, il était déjà comme ça en Chine, de dire vous n'aurez le droit de vous déplacer que si vous êtes vacciné. Parfaitement. Là, je reviens un petit peu en arrière. Là. En fait, c'est ce que j'ai dans mon dernier bouquin. En fait, je répète, effectivement. Enfin, il donne son titre au fin de ça. Oui, enfin, le suprémacisme blanc, peuple autochtone et Great Reset. Non, mais en fait, effectivement, non, mais les blancs sont le canari dans la mine de l'humanité. En fait, parce que on se prend tout dans la gueule en premier. Mais à la fin, je pense que c'est vraiment toute l'espèce qui est de toute façon ciblée. Mais bon, ça commence effectivement par je pense effectivement des vagues de stérilisation massive des blancs, enfin des Européens en tout cas. Mais bon, c'est qu'une première étape. Mais voilà, donc et puis qu'est-ce qu'on disait juste après en fait, c'était par rapport enfin là c'était parce que je répondais en fait à ce que disait Georges tout à l'heure, et ensuite j'ai oublié ce que moi j'étais sur la notion de déplacement et du contrôle social qui accompagne cette notion de déplacement. Voilà. Les bons points, vous êtes vacciné, vous êtes un bon élève, comme c'est le cas en Chine, vous êtes docile, vous avez le droit de vous déplacer, vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas droit à la santé, on va y revenir après, c'est un des points qui est exactement comme dans le contrôle social chinois, pas le droit de se déplacer, pas le droit de prendre le train, pas le droit de prendre l'avion, c'est la même chose, sauf qu'on est en train de baisser les standards de vie des Blancs et de détruire la liberté qu'ils avaient dans leur régime démocratique. Alors je laisse la parole à Lucien s'il veut préciser quelque chose. Je pense qu'en fait le but c'est pas de faire des économies d'énergie. Franchement, je crois que c'est avant tout pour nous emmerder, pour qu'on puisse pas s'organiser justement entre Européens facilement, ou entre blancs si on va en Amérique du Nord ou en Amérique latine, pour en fait justement que les réseaux populistes qui étaient en train de se constituer au niveau international soient entravés dans leur liberté de se constituer. Parce que c'est ce qui était en cours, en fait, depuis quelques années. Voilà, il y avait une internationale populiste qui était en train de se constituer dans le sillage de la victoire de Trump au présidentiel aux États-Unis, avec Salvini en Italie, avec Orban, avec Poutine, etc. Et donc il y avait comme ça en fait toute une... Enfin là, pendant quelques années, c'était la parenthèse enchantée en quelque sorte, on a eu le vent en poupe.
il est certain que ça fait très très peur à beaucoup de gens, très haut placés dans l'oligarchie mondialiste. Ils se sont aperçus qu'ils pouvaient perdre. C'est ça. Et donc, voilà, il faut prendre des mesures de rétorsion. Et effectivement, le projet de Steve Bannon, par exemple, d'organiser justement cette internationale populiste entre l'Europe et les États-Unis, en fait, représentait un danger majeur, c'est certain, pour les réseaux Soros ou pour Bill Gates ou Klaus Schwab. C'est-à-dire que ça pouvait finalement représenter un capitalisme finalement sous contrôle du peuple. Parce que c'est ça, parce que Trump n'est pas un socialiste, soyons clairs, mais c'est un capitalisme protectionniste, malgré tout, isolationniste, etc. On n'est pas dans le capitalisme mondialiste. Et donc là, on a une force de frappe économique. On n'est pas dans la décroissance ou dans les trucs un peu utopistes, un peu gauchistes, qui en fait sont finalement une culture de l'impuissance politique et économique. Donc là, c'est ça qui fait peur au pouvoir suprême, c'est les gens qui ont des moyens, en fait, de poser des limites au mondialisme, mais des vrais moyens, économiques, politiques, etc., militaires. Et là, moi je ressens ça vraiment, mais physiquement, quasiment. Enfin, ce qui se passe là depuis l'an dernier, vraiment comme en fait une leçon. En fait, on va vous apprendre, vous les petits populistes européens blancs, etc. On va vous donner la leçon de votre vie. Vous allez prendre une bonne raclée. Et en fait, c'est la raclée définitive. Je veux dire, après, c'est terminé. Enfin, c'est ça le but, fondamentalement, de ce qui se passe actuellement. Une démopédie corrective, pour employer un terme précis. Je vais rebondir sur quelques points qui ont été mentionnés par Roberto et par Lucien. Déjà, cette histoire de passeport intérieur que les soviétiques ont bien connu. Le passeport intérieur chinois, alors c'est un terme très particulier. Maintenant, il s'appuie sur le fameux score social. Plus vous êtes un bon citoyen, plus vous avez des avantages, donc vous pouvez voyager. Mais il y a un fait qui a été oublié d'être mentionné. Depuis quelques années, avec les attentats terroristes, puisque déjà il y avait la vague terroriste avant la vague pandémique, le fait de prendre son train, maintenant on est obligé d'écrire son nom, son prénom et de donner son numéro de téléphone. Les billets ne sont plus anonymes pour prendre le TGV et même pour prendre parfois certains TER. Donc cet anonymat de voyager a disparu en Europe et en France en particulier. Et le fait qu'il y ait le fameux pass sanitaire, la SNCF prévoit, comme certaines entreprises du vol commercial, d'inscrire le pass sanitaire dans les billets. Donc, une ouverture de données encore plus importante qu'aujourd'hui. C'est extrêmement intéressant. Alors, certains vont voir une forme de complot. Il n'y a pas de complot. Rappelons ce que disait Feu Emmanuel Ratier souvent sur cette antenne. Il n'y a pas de complot. Mais en revanche, alors pas de complot au sens conspirationniste du terme, avec quelqu'un qui est au sommet de la pyramide, qui est prêt à manipuler toutes les marionnettes, mais la vie politique, quand on lit Machiavel, on sait qu'il y a toujours des conspirations, des complots et des contre-complots. C'est extrêmement complexe, y compris au sein de l'oligarchie cosmopolite, où il y a d'importantes rivalités. Et le fait de limiter les déplacements, quelques heures ou quelques jours après la déclaration de notre cher président de la République, le giflet de l'Élysée, eh bien, la commission dite européenne de Bruxelles sortait un plan qui vise, avant 2035, de changer et d'interdire les moteurs thermiques des voitures et de les remplacer par des voitures électriques. Là encore, une volonté de contrôler les déplacements, puisqu'à l'heure actuelle, et ceux qui ont des voitures électriques le savent bien, il y a peu de bornes pour recharger sa voiture en dehors des grandes métropoles françaises. Alors il y en a, les optimistes disent, oui, mais si plus il y aura de voitures électriques, plus il y aura de bornes. Pas sûr, puisque les bornes des voitures électriques nécessitent énormément de métaux rares, ce qu'on appelle les fameuses terres rares. Et Guillaume Pitron a écrit un livre fantastique sur la guerre des terres rares, des métaux rares, que j'invite les auditeurs de Méridien Zéro à lire.
c'est pour compléter, pour ajouter, il y a aussi alors un auteur que j'ai entendu, je l'ai entendu sur Radio Courtoisie, mais j'ai pas lu son livre. C'est Bernard Gantois, qui était qui est un ancien cadre de la RATP, et qui dit que effectivement, il n'y a pas de complot, parce que en fait, tout était écrit dans des textes, dans des synthèses publiées par divers instituts, etc., notamment l'Institut Aspen, ASPEN, qui écrit littéralement, noir sur blanc, dans ses rapports, qu'effectivement, il faut aller vers la voiture sans chauffeur. Que l'on commandera avec un smartphone et qui viendra vous chercher en bas de chez vous, et en fait c'est la fin donc de la propriété privée, enfin je veux dire la voiture privée, quoi. Ce qui veut dire que Uber n'en a plus pour longtemps, et donc nos amis migrants qui jouent aux chauffeurs, ou bien même on peut imaginer ceux qui livrent les repas à domicile, risquent de perdre très rapidement leur travail. Ça aussi, nos chers amis gauchistes n'ont pas encore compris cette situation. Mais je reviens aussi un instant, le fait que cette charmante présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse, qui souhaite qu'on abandonne les tickets de métro pour des cartes informatiques. Alors officiellement ça serait anonyme, mais comme souvent on est obligé de payer avec sa carte bancaire, on sait à peu près quels sont les déplacements. On rajoute aussi la vidéosurveillance qui se développe partout, non seulement à la demande des élus de la fausse droite, mais aussi des socialistes et des gauchistes, de la gauche plutôt, parce que les gauchistes sont assez hostiles à la vidéosurveillance. Et bien on voit que le flicage est généralisé et ça risque de s'accélérer dans les prochaines années, les prochains mois, les prochaines semaines, voire peut-être les prochains jours. Alors, avec en plus un paradoxe supplémentaire qui va faire encore plus d'argent dans les poches de Big Pharma, c'est que plus on va développer ces technologies de radiofréquence, plus on va fragiliser les défenses immunitaires de l'humain, et plus on aura besoin de produits pharmaceutiques. Donc avec en plus quelque chose d'insidieux, puisqu'on ne verra pas l'affaiblissement. Je rappelle qu'il y a environ 7-8 ans, le purin d'ortie était strictement interdit en France. Il y a eu plusieurs paysans qui, quand je dis paysans, c'était des jardiniers du dimanche, qui se sont retrouvés en garde à vue. Pour quel crime? Ont-ils tué leur femme dans un acte de féminicide? Ont-ils violé leur fille? Ont-ils violé leur garçon? Ont-ils trafiqué de la drogue? Ont-ils giflé le locataire de l'Élysée? Pas du tout. Ces criminels fabriquaient du purin d'ortie. Et il y a aussi, dans de nombreux pays, je crois qu'au cours du premier confinement en Suisse, il était interdit de cultiver son potager. J'ai pu voir ça, cette information sur Internet. À vérifier si c'était exact, mais je crois que c'est exact dans certains cantons, ce qui est assez surprenant. Donc, interdiction de cultiver son jardin, on doit aller s'approprier, on doit acheter dans la chaîne de supermarchés, avec les fameux supermarchés qui existent à Seattle et dans certains quartiers de San Francisco, où il n'y a plus de caissières, de charmantes caissières étudiantes qui vous font un grand sourire quand elles ne sont pas masquées. Elles sont remplacées par des ordinateurs et on paye avec son téléphone. Bien sûr, ces magasins sont ouverts 24 heures sur 24 et pour éviter qu'il y ait la fauche, il y a des vigiles. Mais ces vigiles seront bientôt remplacés par des cyborgs ou par des droïdes de combat policiers. Alors on est toujours dans la concomitance entre cette grande réinitialisation de l'économie mondiale qui doit s'opérer et j'ai retrouvé ce qu'on a évoqué tout à l'heure en préparant l'émission, à savoir ce fameux triangle de Roderick qui justement oblige à faire des choix entre l'État-nation, la démocratie et l'hypermondialisation. Et je crois que la caste oligarchique mondiale a fait le choix depuis longtemps. C'est la démocratie qui va trinquer. On est en train de vivre le passage brutal à quelque chose, à un modèle économique bien plus contraignant, à un contrôle social bien plus fort. Et je pense que ça risque de se faire quand même dans la douleur. Certains te diront que c'est l'État-nation qui risque d'être pris dans l'engrenage. Donc là, ce que tu viens de nous dire, on pourrait le rétorquer
quand on regarde bien la situation, on observe que l'État est vraiment au service de ce libéralisme de surveillance. Mais rien ne dit que ce ne sera pas juste une première étape, c'est-à-dire qu'on va en profiter pour cadenasser tout ça, cadenasser les libertés, fliquer les gens de manière à pouvoir les identifier de manière très facile, et puis après de se débarrasser de l'État-nation. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, à mon avis. C'est parti comme c'est parti. Si ça fonctionne comme ils le souhaitent, souhaitons que les populations seront... même si ça semble compliqué de réagir à une telle agilité, à une telle fluidité, mais espérons qu'ils ne gagneront pas. Il y a déjà les premières manifestations contre le pass sanitaire en France, et n'oublions pas qu'il y a quelques semaines, les Pays-Bas ont connu de très violents incidents, des émeutes, et ces émeutes partaient de la ville de Urk, qui se trouve dans le nord des Pays-Bas, qui a une particularité. Cette ville, cette commune appartient à la ceinture biblique des Pays-Bas, c'est-à-dire les électeurs de cette ville et des autres communes environnantes ont l'habitude de voter pour le SGP, qui est le parti protestant fondamentaliste, qui a toujours entre 2 et 3 députés au Parlement néerlandais. Eh bien, c'est cette population-là qui s'est révoltée puisqu'ils considèrent que le Covid ne les concerne pas. Donc, ils refusent toutes les mesures, ils refusent le confinement, quand il y avait le confinement, et quand la police a essayé d'être un petit peu plus intrusive que d'habitude, eh bien, ces Néerlandais qui sont des calvinistes, et il faut faire très attention quand on commence à agacer un calviniste, celui-ci prend du temps à réagir, mais quand il réagit, ça devient la révolution anglaise de Cromwell avec les puritains. Et là, les Néerlandais ont commencé à brûler les voitures et à se friter avec les forces de police locales. Oui. Bon, comme quoi, en fait, et pourtant ils sont pas gauchistes, hein. Comme quoi, on a tous le même ennemi, du calviniste finalement au nationaliste français, en passant par, voilà, quoi. Effectivement, les gens de gauche qui ont compris où était l'ennemi. Effectivement, c'est entre nous et Macron, il y a un cordon de CRS. Faut jamais l'oublier. Et si ce cordon tombe, eh ben voilà, c'est la Vox Populi qui s'exprime. On peut rentrer à l'Élysée et voilà. Alors c'est vraiment une information de cet après-midi, pendant que vous jouiez au Trivial Poursuite pendant les journées. Alors c'est un Trivial Poursuite identitaire, hein, avec des questions qui nous font grandir. Mais j'ai pris le temps de regarder un peu quelle horreur mon smartphone et de regarder un peu l'actualité sociale. Et sur la Une TV, ils annoncent qu'effectivement il y a des problèmes dans la garde républicaine aujourd'hui. Dans la garde républicaine, et donc panique, pour l'instant panique à l'Élysée. Je ne sais pas si l'information est vraie ou si elle est intéressante, mais quoi qu'il en soit, s'ils avaient le moindre respect pour les peuples, ils ne passeraient pas ces réformes comme ça d'une manière aussi accélérée et en été. Et ils pensaient que ça allait passer, je pense, comme toujours, on leur met un doigt bien profond pendant l'été, pendant qu'ils sont en vacances, pendant qu'ils sont à la plage, etc. Et là, le peuple se mobilise malgré l'été, malgré la période estivale, et ça peut préfigurer le coup d'après. Mais Alors peut-être que le peuple est en train de se mobiliser, on verra que certains ne sont pas d'accord. Mais parce que cette population, ça fait 18 mois que la crise pandémique existe, et cette population a déjà connu 2 confinements. Donc le plaisir de discuter, de rencontrer pendant les manifestations, voire de cogner du CRS, il y a cette envie, il y a cette énergie. Et le fait qu'il y ait le pass sanitaire en plus, eh bien à certains moments, ça commence à exploser. Tout à l'heure, Lucien parlait de Vox Populi, mais je pense que ça risque de virer très rapidement en Box Populi. Tu vois, les camarades ici ont été défilés à Aix ce matin, et le commentaire, il y a un de nos camarades qui nous racontait l'anecdote, je crois que c'est toi, Lucien, qui nous disait, mais est-ce que je peux marcher avec vous? Une mamie qui disait, est-ce que je peux marcher avec vous? Je sais pas comment ça se passe, j'ai jamais manifesté, je sais pas si c'était toi ou si c'était le camarade qui t'accompagnait. Mais globalement, elle avait peur d'aller manifester, justement, parce qu'elle avait peur de prendre des coups. Je pense qu'ils avaient en tête l'épisode des Gilets jaunes. Et je pense que le fait de voir que ça se passe bon enfant, les gens vont continuer à descendre. Et si ça dégénère, au contraire, on risque de perdre du monde. On risque de perdre du monde. Alors déjà, ça a dégénéré à Paris, puisque j'ai écouté
écouté les informations à 20h30 et à la radio officielle gouvernementale, il y avait eu des incidents à Paris. Mais on peut imaginer que nos chers amis Black Bloc essayent d'infiltrer le mouvement de contestation pour le récupérer et pour le stériliser au profit de notre cher giflé élyséen. Ou alors pour profiter du fait que l'Élysée est peut-être sans défense et que ça peut tomber. Je te rappelle que pour l'instant, notre cher Manu n'est pas en France, puisqu'il a normalement dû assister à l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Et puis ensuite, il doit faire une tournée en Océanie, puisqu'il doit aller en Nouvelle-Calédonie pour préparer le 3e référendum. Et il doit voir d'autres pays dans l'espace océanien afin de créer une sorte de zone géopolitique protégée des influences chinoises. J'entends bien, mais je crois qu'un agenda, ça se change. Avec 25 heures d'avion, c'est parfois un petit peu difficile. Ou alors, je parle pour Nouméa. Je vais me faire toujours l'avocat du diable, parce qu'il y a quand même un petit peu de... Alors on nous traite souvent de complotistes et certainement que beaucoup en profiteront après cette émission pour nous traiter, mais il y a de l'autre côté les comploteurs, ceux qui travaillent quand même à construire le monde d'après et qu'eux ont bien réfléchi. Et Monsieur Schwab nous a parlé de la 4e vague. Alors je ne sais pas si tous nos auditeurs sont au courant de ce que serait cette 4e vague, mais globalement, je vais la schématiser. On mettra le lien sous l'émission. Globalement, l'idée, c'est de dire il y a des attaques massives, des cyberattaques contre les banques, contre les hôpitaux, ce qui oblige à une rupture de l'Internet mondial, ce qui induit des ruptures des chaînes d'approvisionnement et ce qui induit derrière écoutez, un état martial avec des barrages, avec un contrôle complet. Et est-ce que finalement la résultante de cette mobilisation populaire ne pourrait pas être justement le déclenchement, le motif du déclenchement de cette étape? Est-ce que je l'ai bien résumé, la 4e vague? Enfin, si... Il faut préciser qu'il y a quelques semaines de cela, les services d'urgence en France et en Suisse ont connu des interruptions assez extraordinaires et assez exceptionnelles. Pour la première fois depuis très très longtemps, on ne pouvait pas avoir le SAMU, les pompiers, police secours. Alors officiellement, c'était des problèmes d'Orange. Alors si c'est le cas, cela montre que la privatisation partielle d'Orange est une catastrophe. Comme d'ailleurs la privatisation de l'énergie en Californie est une catastrophe, partout les libéraux s'infiltrent, ça se termine en catastrophe. Mais on peut imaginer aussi que ces dysfonctionnements ont été voulus afin de faire une expérience, un test de réaction. Et les deux lectures sont cumulatives. L'une n'empêche pas l'autre. Surtout qu'en France, c'est arrivé 2 fois en l'espace de 15 jours. Et moi, dans mon entreprise, j'ai eu des soucis aussi avec Orange. Mais quoi qu'il en soit, les services de secours n'étaient pas accessibles et ça préfigure quand même. Et le fait que ce soit arrivé peu de temps après en Suisse montre bien qu'il y a des gens qui s'exercent à tester le système. Et amis auditeurs, je vous laisse vous poser la question, qu'est-ce qui se passerait si d'un seul coup ceux qui croient que les gendarmes vont venir les sauver, d'un seul coup vous décrochiez votre téléphone et qu'en face il n'y a plus personne. C'est sûrement encore un coup des Russes. Puisque je rappelle qu'au cours du second confinement de ce printemps, il y avait donc le télétravail pour les élèves du collège et du lycée, et dans de nombreuses académies françaises, les élèves ne pouvaient pas accéder aux plateformes de cours qui avaient été prévues. Et bien entendu, Jean-Michel Blanquer a dit que c'était une puissance étrangère qui était à l'origine de ce dysfonctionnement, puisque le très méchant Vladimir Poutine veut peut-être empêcher nos chères têtes blondes à avoir 20 sur 20 ou 22 sur 20 au baccalauréat et avoir une hyper mention très bien. Ce qui avait été démenti, je crois, par des gens du ministère en disant non, c'est pas un problème technique. C'est pas un piratage.
informatique, c'est plutôt un problème technique. Un problème de charge, oui, tout à fait. Donc comme quoi, il faut continuer à se méfier de toutes les versions officielles, et tant qu'on pourra, on essaiera de les décoder à notre sauce. Tu nous parles de la 4e vague, Roberto, mais moi plutôt j'attends la 5e vague. La 5e vague qui peut-être arrivera au printemps 2022. Printemps 2022, ça sera l'élection présidentielle. Regardons bien, le premier confinement a eu lieu au printemps, fin mars, tout le mois d'avril, début mai. Et si on reporte ça avec les dates de l'élection présidentielle qui sont maintenant fixées au 10 et au 24 avril, si c'est un confinement qu'on reporte à 2020, ça rentre en pleine période de confinement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On généralise le vote par correspondance, chose qui est interdite en France depuis 1976 avec les élections truquées au municipal d'Ajaccio. Et puis aussi, on instaure le vote électronique. Je t'interdis de dire du mal des Corses. Ah, mais j'apprécie énormément la Corse et je défends bien sûr le mouvement national corse. Donc ça, c'est pas du tout une critique contre la nation corse, bien au contraire. Ce sont des faits. Et on peut imaginer que dans ce contexte très particulier, eh bien, il y ait un tripatouillage, un nouveau coup d'État. Tout à l'heure, j'ai parlé du coup d'État médiatico-judiciaire de 2017. Eh bien, en 2022, il pourrait très bien y avoir un coup d'État informatico-politique en faveur de notre cher Manu. Ou alors, si je reviens sur ma 4e vague, il peut très bien arriver qu'il y ait des ruptures de chaîne d'approvisionnement juste avant l'hiver et que ce soit une situation très compliquée à passer. Mais on est dans beaucoup de spéculations. Je vous propose une pause musicale. À moins que Lucien, tu aies petit quelque chose à rajouter. Non, mais globalement, on est dans une espèce de tiers-mondisation, effectivement, qui est liée, en fait, qui dépend de deux facteurs, c'est-à-dire le niveau baisse en général. Bon, je sais de source sûre que, notamment à Orange, en fait, le niveau des programmateurs, le niveau des codeurs est en chute libre. Ils font de plus en plus de fautes, et c'est compensé par, en fait, de la puissance de calcul, c'est-à-dire de l'énergie, en fait. Enfin, c'est-à-dire que les ordinateurs sont obligés d'être de plus en plus alimentés énergétiquement pour compenser les fautes de calcul, les fautes de programmation des programmateurs humains, premièrement. Et deuxièmement, vous vous souvenez peut-être des problèmes d'acheminement du matériel de vote aux dernières élections. Pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, le service en fait, a été dissocié entre la Poste et une société privée. Adexo. Voilà, c'est ça. Et que la Poste fait son travail, voilà. En revanche, là, pour ce qui est de la société privée Adexo, il y a quand même des forts soupçons, tout simplement de négligence professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, les gens sont payés à livrer un paquet, et puis, mais il n'y a pas ils sont pas surveillés jusqu'au terme, en fait, du protocole, du processus. Et donc, comme on peut s'en douter, il y a un certain nombre, je pense, de paquets de matériel de vote qui ont fini à la poubelle. Et puis, les courtiers, les distributeurs ont été payés quand même, et sans que le travail ait été fait. C'est bienvenue dans la mondialisation libérale. Et en fait, tout ça, tous ces dysfonctionnements, effectivement, sont liés en fait à une baisse du niveau, donc à un effondrement spontané, un phénomène d'entropie sociale. Mais en plus, il y a aussi en fait ce qu'on pourrait appeler des faux drapeaux, des attaques sous faux drapeaux. C'est-à-dire effectivement de la propagation de problèmes intentionnels pour pouvoir ensuite en tirer prétexte selon le principe du pompier pyromane. Je crée un problème, j'apporte ma solution. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est bien réel. On demandera à Gabriele Aldinolfi si pour lui, effectivement, il n'y a pas des puissances étrangères qui ne voudraient pas que Macron, qui a une politique méditerranéenne, soit réélu, mais on va s'en garder un peu sous la pédale. Je vous propose une pause musicale. Une pause médicale. Voilà. Très magnifique lapsus. Il est temps que j'aille prendre ma première dose de vaccin. Je vous propose 1984 Sex Crime de Rhythmix. À tout de suite.
Amis auditeurs, nous revoici de retour et comme promis, Gabriele Adinolfi nous a rejoint. Gabriele, bonsoir. Bonsoir. Alors, il nous manque un petit peu un état des lieux de ce qui se passe ailleurs en Europe ou dans le monde vis-à-vis allez, on va dire, on utilisait le mot de pandémie quand même, parce que il y a quand même parfois les pouvoirs publics ont aussi comme légitime préoccupation de préserver les populations, mais nous, globalement, on a quand même l'impression que c'est beaucoup de prétextes. Donc, toi, ton avis, Gabriele, sur cette pandémie, sur ce Covid, sur ce... Vaste sujet. Je ne prétends pas, à la différence de beaucoup, d'avoir tout compris, d'avoir tout saisi et d'être réductif sur le sujet. J'essaye de comprendre quels sont les enjeux et quelles sont les manières dans lesquelles la gestion des enjeux. Voilà, donc je ne suis
suis pas du tout un conditionnel de n'importe quelle thèse. J'essaye toujours de voir les différentes dimensions. Je pense qu'il y a toujours une dimension matérialiste, une dimension sacrée, une dimension psychologique, etc. dans l'histoire. Je pense qu'il y a toujours une place, disons, qui est de gestion, parfois des complots, mais je ne parlerai même pas de complots. Une fois, il y a une partie qui vient de dynamique, les choses sont toujours complexes. Donc, je n'aime pas rentrer dans le jeu hyper simpliste. Alors, ceci dit, quelles sont les mesures? Je sais qu'il y a chacun la tendance de voir que chez soi, c'est l'horaire. En fait, si on compare les différents pays, ils ont plus ou moins la même ligne, et puis parfois sont plus souples ou plus forts sur quelque chose, sur une chose, sur une autre chose. Mais dans l'ensemble, la France a eu peut-être un confinement plus long, mais dans l'ensemble de mesures, même des mesures annoncées, elle est moins forte, moins décidée que la Grèce, que l'Espagne, que l'Italie. Donc, il faut savoir ça aussi. Bon. Alors la France était en retard au niveau des vaccins, mais... Non, je ne parle pas des vaccins. Je parle des impositions réelles ou prétendues. Il y a des pays comme la Grèce, comme l'Italie, comme l'Espagne, où les choses se sont faites beaucoup plus clairement avant, et il y a moins de, entre guillemets, liberté, si on peut appeler comme ça. Et dans d'autres pays européens, on a vu aussi que quand même le pass sanitaire était rejeté et il y avait un recul des gouvernements. Il me semble qu'il y a pas mal de pays où c'est arrivé. Oui, moi je savais, le pass sanitaire, je n'ai vraiment rien à foutre. Parce que je pense que c'est rien du tout, c'est un débat sur rien. Le pass sanitaire c'est du nominalisme. Nominalisme, c'est-à-dire on donne un nom à quelque chose qui est imposé ou pas imposé, mais qui ne change rien, pas du tout la donne. Parce qu'en fait, par exemple, qu'est-ce qu'on dit? Avec le pass sanitaire, admettons, on ne pourra pas prendre l'avion. Tu ne peux pas prendre l'avion. Enfin, tu peux prendre l'avion aujourd'hui, si tu es vacciné ou si tu as un test, ça ne change rien. Même la question de... donc, je pense qu'on joue beaucoup trop sur... je pense que l'oligarchie lit parfaitement les gens qui la critiquent. Donc, je pense que nous sommes en plein scénario Eric Werner. Donc, nous avons quoi? Nous avons une oligarchie qui est en train de faire beaucoup de choses pour maintes raisons. Et disons, la masse, elle est divisée, utilisée par un danger étranger, un danger impalpable et des questions, entre guillemets, de guerre civile, parce qu'on est toujours en logique de guerre civile, que ce soit sur l'homosexualité, que ce soit sur le vaccin, que ce soit sur ce que vous voulez, et par des discours qui sont à la fois fondamentalistes et très superficiels. Et en fait, les choses vont parfaitement pour l'oligarchie, et tout le reste, ça devient, disons, et tout le monde devient fou en essayant de trouver une solution qu'ils ne trouvent pas. Parce que pour toi, les enjeux changent, et qu'est-ce qui change alors finalement? Est-ce qu'on est dans une modification profonde du monde et que très peu l'ont compris? Non. Je ne pense pas du tout à ceci. Je pense qu'on est à deux modifications fondamentales qui datent depuis longtemps, qui datent au moins depuis 21 ans. Maintenant, on est en train de mettre les têtes, plus ou moins, si on peut encore parler de têtes, à l'auteur du réel, mais du réel, un réel qui est craint, mais qui existe depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des éléments, des enjeux qui sont fondamentaux, qui sont les jeux internationaux, la question énergétique, la restructuration économique et sociale, et l'utilisation de la technologie. Et là-dedans, il y a des éléments unitaires du système et des éléments de division du système. Tout cela se joue. Mais par contre, nous, comme la plèbe de Rome, pendant la guerre civile, de Triumvirat, passé son temps à hurler pour avoir un petit peu de blé, nous sommes plus ou moins tous comme ça, dans des histoires qui sont plus fausses que vraies.
Pourtant, la nocivité du vaccin, tu ne peux pas nier que c'est un vrai enjeu. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que, pour une raison tout à fait simple, on peut dire qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les résultats finaux, enfin, on ne peut pas connaître quelle est s'il y a des effets secondaires d'une certaine manière du vaccin. Et ça, et donc, on peut bien être perplexe sur se faire ou ne pas faire le vaccin, mais c'était valable même pour le vaccin contre la polio qui a sauvé la polio. Alors, la question du vaccin n'est plus devenue une question laïque, elle est devenue une question religieuse. Moi, je ne suis pas contre le vaccin en soi. Alors, tous les gens qui sont contre les vaccins en soi, c'est comme les gens qui sont contre la roue. Alors, ceci étant dit, je ne suis pas en train de dire que ce vaccin est utile, ni qu'il est sauveur. Mais je ne suis pas, franchement, pas d'accord du tout avec une vision théologique du vaccin, ni pour les pro-vax, ni pour les no-vax. Théologique peut-être pas, mais génétique. Enfin, je veux dire, nous, on est quand même conscients d'une identité à préserver, et là, on est peut-être en train d'injecter à une grande partie des Européens quelque chose qui peut les modifier génétiquement. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai parce que nous avons déjà des types de vaccins, un qui touche l'RNA, comme ça a déjà fait avec l'Ebola, et c'est celui de Pfizer et celui de Moderna. L'autre, qui est un vaccin classique, celui d'AstraZeneca et celui de Janssen. Donc déjà, que ça modifie la DNA. Le deuxième, c'est pas possible. Le premier, c'est une hypothèse d'une hypothèse d'une hypothèse. Moi, je parlais avec beaucoup de gens qui sont pour ou contre les vaccins, mais qui sont dans la biologie, dans la virologie, etc. Et tout le monde m'a dit que c'est vraiment un bruit absurde. Et en fait, je ne vois pas non plus l'intérêt de modifier la génétique des Indo-Européennes, parce qu'ils sont tellement cons qu'il n'y a pas besoin de les changer. C'est radical. Pourquoi tu nous dis que tu t'en fous de la répression qui s'abat sur le peuple? Pourquoi Non, je dis je m'en fous d'abord je m'en fous du pass sanitaire parce que ce n'est pas un débat. Le pass sanitaire n'est pas répressif du tout. Ça peut être disons ça départage peut-être sur certaines choses. Mais par exemple, quand ils te disent qu'on va empêcher à l'intérieur de restaurants à l'intérieur pendant l'été, à partir de l'été, ça veut dire que qui n'est pas vacciné ou qui n'a pas de test, veuille au faux qu'il soit, ne peut pas s'asseoir à l'intérieur. En été, ça ne marche pas parce que tu vas à l'extérieur. À l'intérieur, ça veut dire qu'en automne, les restaurants resteront ouverts. Chose qui n'a pas eu lieu l'année dernière. Donc je pense qu'il faut voir les choses d'une autre manière. Par contre, on est vraiment dans la guerre civile psychotique entre les gens qui sont vaccinés, qui prétendent que les gens non vaccinés les contaminent, les gens non vaccinés qui prétendent que les gens vaccinés les contaminent. Donc on est en train de faire une petite guerre civile. Les souris font une petite guerre civile alors que les chats rigolent. C'est ça mon point de vue. Par contre, répression contre le peuple, excusez-moi, je ne vois pas de peuple, je ne vois non plus de répression. On peut dire qu'il y a un passage de la démocratie dans une post-démocratie et que ça réduit un certain ensemble de libertés. Mais bon, tout d'abord, ce sont des libertés assez civiques, citoyennes. Ce n'est pas de liberté fondamentale. Et les gens ne se battent pas pour des choses vraiment sérieuses s'ils ne pas se battent. Ils n'hurlent pas pour des choses sérieuses, ils se battent pour leur liberté civique. Alors moi, je n'ai vraiment rien à foutre de liberté civique. Pour moi, la liberté, c'est une autre chose. Et c'est une chose qui est ancrée dans la lutte, dans quelque chose d'organique, dans quelque chose de social, dans quelque chose de culturel. Donc c'est absolument différent. Et par le reste, c'est une autre chose. C'est le passage de la démocratie à la post-démocratie. C'est simplement deux voiles qui tombent, une comédie qui se réduise. Donc moi je vois ça très bien, je le vois comme très positif parce qu'il y a beaucoup moins d'illusions de pouvoir sortir du trou, des illusions fantasques que sont habitués pendant la démocratie. Par contre, on dit on va réduire nos libertés. Moi, les libertés, les miennes, je les ai toujours conquises. Et ça fait depuis que je
je suis au lycée et je sais qu'il n'y a pas de liberté fondamentale. Donc le fait qu'il en enlève une autre ou une deuxième, c'est peut-être positif pour que les gens comprennent que la liberté ne vient pas du ciel ni du droit, mais qu'elle vient du fait qu'il soit droit. Alors, je pense que le phénomène en soi a un potentiel très intéressant. Si tu peux développer ce que tu appelles la post-démocratie. La post-démocratie... Qu'est-ce qui change dans le modèle qui arrive ? Malheureusement, la culture, malheureusement, la profondeur viscérale, négative, matérialiste, plébéien, dans le mauvais sens du terme, ne change pas. Donc l'esprit est une démocratie qui devient plus rapide, plus musclée, plus efficace. Mais en devenant plus rapide et plus efficace, elle est moins, elle est moins masquée. Donc on peut dire que, que plutôt que soudoyer les gens, on passe à les sodomiser directement. Mais ça change pas, même ça change pas grand-chose, sauf que c'est plus clair, c'est plus net, et donc je préfère que ça soit clair et net. Et les peuples vont avoir quand même du mal à s'adapter à la fluidité, à la rapidité du monde actuel. Quand même. Moi, je suis pas d'accord. En une semaine, tu te rends compte de tout ce qui s'est passé en France. Ça a été très très vite. Ça a été très très vite. Oui, mais ce sont des bons qui servent de bons. Puis t'as comment dire, les gens se défoulent, et surtout en France c'est particulier. On arrive à un certain azimut, et puis ça retombe parce qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de logique. On ne sait pas pourquoi on se bat. On sait vaguement contre qui, et même vaguement. Et puis s'habituer à quoi ? Parce qu'on est en train d'habituer nos têtes à essayer de comprendre qu'il faut vivre comme nous vivons au moins depuis 21 ans. Mais et à abandonner de prendre des passages qui sont casse-couilles. Je vais faire un exemple. À cause des problèmes liés à la pandémie, je ne sais pas si la pandémie est liée au problème, ça c'est hyper long, je ne sais même pas la question, mais bon, on a dû forcément, pour pouvoir s'en sortir, au point de vue financier, changer beaucoup de trucs, beaucoup de donnes. Et tu ne peux pas le faire avec tous les passages parlementaires qui servaient parfaitement dans l'époque bourgeoise pour estomper. Quand on a besoin d'aller plus vite, on n'estompe plus. Donc, disons que c'est une démocratie un peu plus communiste, un peu moins libérale. Mais ceci étant dit, l'effet que le pouvoir, donc le pouvoir, peu importe de qui, mais même physiologiquement, a la nécessité d'aller plus vite dans ce choix, et donc d'éliminer tout ce genre de passages de comédie ridicule. Moi, j'aime bien ça parce que la comédie ridicule nous fait perdre du temps. Il vaut mieux que le roi soit nu. Mais du coup, la comédie, elle va devenir plus visible, et elle est en train de devenir plus visible pour le peuple, qui croyait qu'il était en démocratie. Oui, moi je suis pas d'accord. D'abord, il n'y a pas de peuple. D'abord, il y a des masses de gens qui sont des individus qui se trouvent l'un avec l'autre parce qu'ensemble se soulagent un petit peu, mais chacun pense à son petit bide. Et ils n'ont aucune conscience. Et puis, le vrai problème, c'est pas que le peuple accepte la démocratie seulement parce qu'il a la comédie et qu'il est dupé par la comédie. Il accepte la comédie comme tous les gens qui jouent toujours la comédie humaine pour pouvoir pour pouvoir être plus à l'aise. Quand ils sont moins à l'aise, ils grognent, mais ils jouent toujours la nouvelle comédie. Donc je pense que le système n'a jamais été si fort et que la société n'a jamais été si faible. Et que donc, finalement, ces masses, elles vont avoir si elles ont la chance d'être éveillées par des minorités, si elles ont les chances d'être éveillées par des minorités, elles vont avoir à s'adapter à ce nouveau monde, à ces nouvelles synthèses qui arrivent.
C'est inéluctable. La seule différence, le seul enjeu sur lequel on peut raisonner, c'est connaître exactement ce qui va se passer, en grande ligne, pas exactement, et essayer d'organiser toutes les parties productrices, saines, etc., de la société qui auront du mal à s'en sortir pour lui donner une organisation de peuple, une organisation de classe, vous voulez comme vous voulez, qui leur permette de surmonter le cas, de ne pas disparaître, d'acquérir une force. À ce moment-là, de rentrer en jeu en tant que joueur. Autrement, le reste, c'est voué à un grand hurlement hystérique qui ne mènera à rien. Oui, peut-être on changera des présidents de la République et avec la seule chose que l'actuel, au moins, a des positions internationales qui donnent un minimum de dignité à la France et à l'Europe. Le prochain sera atlantiste, mais pour le reste, tout sera exactement pareil. Alors, on a esquissé ce débat de l'action de Macron au moment où très bientôt il aura à remettre en jeu son mandat. Et est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas que... Oui, les États-Unis en entier. Pourquoi ? Parce que, c'est pas que je le pense, ils l'ont toujours dit, parce que Macron, il joue le jeu. Puis je ne suis pas en train de faire un discours pour Macron, je ne suis pas français, mais je ne voudrais pas pour Macron. Essayons de comprendre les choses telles qu'elles sont dites, exactement et pas différemment. Macron, pour des raisons X, Y, Z, que ce soit pour des intérêts de groupes de capital européennes, que ce soit pour un jeu qui se joue à l'intérieur de l'Europe, pour l'hégémonie en Europe, avec les Allemands contre les Allemands, avec un truc peu importe, il joue toujours la carte de la souveraineté européenne, même à niveau stratégique. Et c'est lui qui dit même bon, ça ne sera pas le cas, mais que l'armée européenne doit sortir de l'OTAN. Les Américains, c'est pas déjà c'était le cas de Trump, mais c'est de nouveau le cas de Biden. Il joue la carte de l'après-Merkel, l'après-Macron. Donc l'après-Merkel, c'est pas une carte facile à jouer, parce que de tous les candidats en Allemagne, le seul qui pourrait en partie ne pas faire les intérêts européens et allemands pour faire les intérêts américains est la verte, mais elle ne sera jamais élue. En revanche... Annalisa Baerbock. Exact. Mais aussi, elle est bien nuancée. C'est même pas sûr, parce qu'en Allemagne, c'est très particulier. Pour ce qui correspond à la France, il faut dire que Macron, c'est la rupture par rapport à Sarkozy comme ligne. C'est un peu comme De Gaulle, la même différence qu'entre De Gaulle et Pompidou, mais à l'inverse. Où tu la places, la rupture pour les pour tout, pour ce qui concerne la coopération en Afrique, pour ce qui concerne la vision sur l'OTAN. N'oublions pas que Sarkozy a fait rentrer la France intégralement dans l'OTAN et que Macron prétend la faire sortir, etc. Et en fait, l'intérêt des États-Unis de mettre un sarkozien, peut-être Xavier Bertrand, à l'Élysée. Bon, dans ce jeu-là, dans lequel moi je suis français, je ne jouerai pas. Mais bon, dans ce jeu-là, en plus, tu comptes rien du tout. Le maximum que tu peux obtenir, c'est de permettre à un candidat, probablement pire de l'actuel président, de devenir président. Mais ça ne changera rien du point de vue de la structure du capital, de la structure de la société, de la structure technologique, etc. L'épisode des frictions Macron avec la Turquie, c'est un épisode qui est passé, si tu peux le redévelopper, parce qu'il est quand même passé relativement à la trappe. On l'a très peu vu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé que la Turquie a menacé carrément la Grèce, ou alors c'était de la comédie, et que Macron est rentré dans le jeu, en soutenant, si l'on veut, la Grèce. Alors c'est aussi un registre de jeu parce que dans le couple franco-allemand, il y a, comme dans tous les couples, il y a des éléments de cohabitation, des éléments de rivalité. Donc c'est aussi peut-être pour prendre la place où les Allemands n'ont pas de la place, pour pouvoir affirmer là encore l'importance, la primauté française en Europe et en Afrique sur la politique méditerranéenne. Mais ça me paraît évident que c'est exactement le contraire de Sarkozy. Il s'est mis en ligne de choc vis-à-vis des Anglo-Américains.
ça, ils pardonnent pas facilement en général. Ils pardonnent pas facilement en général, mais le problème c'est que la restructuration de la post-pandémie a été faite de façon tellement particulière. Il y a eu beaucoup d'accélération dans le départage, dans la division, dans la diversification, dans la diversion par rapport aux grands players, que c'est difficile même actuellement de pouvoir jouer complètement l'Europe subordonnée aux États-Unis. Et donc, on joue dans les nuances. Et actuellement, la personne qui se trouve à être le centre, si vous voulez, comment on peut dire, le noyau. Oui, de la balance, comme on peut dire. L'équilibre. Oui, c'est le fulcre de ces équilibres entre les deux côtés de l'Atlantique, c'est Draghi. Et donc, en fait, Draghi. Et en fait, je pense que Macron a essayé d'obtenir par Draghi un soutien, un parapluie vis-à-vis des questions de la Méditerranée. En fait, toute l'histoire des arrestations des anciens brigades rouges en 1527, un temps après de leur histoire, je pense que c'est un double enjeu qui sert à Macron pour essayer de sauver l'Élysée et aux Italiens pour jouer sur le Quirinal. Et donc il y a des jeux qui se font qui sont assez particuliers. Alors tout est encore à jouer. Et dans ce jeu-là européen, est-ce qu'il y a un début de prémisse de vraie volonté de mettre fin à l'immigration? Si, bien sûr. Mettre fin à l'immigration, non. Mettre fin à l'immigration, non, pour deux raisons. 3 si l'on veut, parce qu'il y a une vision idéologique, mais ça on peut s'en passer parce que ça change. Mais il y en a 2 qui sont quand même importantes, c'est la question démographique et l'absence de main-d'œuvre réelle, et la question qu'il n'y a pas une vraie politique africaine qui nous permet de faire une contre-colonisation qui permettrait de le bloquer. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une volonté de mettre fin à l'immigration, mais il y a une volonté de réduire et de sélectionner l'immigration assez forte. Et en fait, depuis De Gaulle, Macron c'est le premier qui a carrément réduit l'immigration. Alors, en disant ceci, je veux passer pour un macroniste. Non, mais parce que les gens sont simplistes. Les gens sont simplistes. De Gaulle, alors, je ne suis pas pour Macron, je n'étais pas pour De Gaulle. De Gaulle était carrément un personnage, disons, au moins difficile à aimer, au moins pour ce qui nous concerne. Mais il a fait des choses, de toute façon, il a fait des choix qui sont complètement différents des choix de droite classique, qui ont été des choix très fondamentaux pour la France, pour l'Europe et même pour le monde. Et bon, il a été déplacé. Alors, Macron n'est pas à cette hauteur-là, personne ne discute. Mais bon, je veux dire qu'il faut, même quand on parle, par exemple, le maréchal Tito, qui était un assassin criminel, etc., il a fait beaucoup de choses intéressantes au niveau de politique étrangère. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de voir je ne suis pas pour Raúl Castro, je ne suis pas castriste, mais à Cuba, il y a quand même eu, surtout, il faut faire de parallèles entre Cuba et les autres pays qui sont dans l'Amérique centrale, et pas avec Cuba et les États-Unis, pour commencer. Et Cuba, c'est pas un pays si mauvais, si faillite que ça. Et bon, de toute manière, je ne suis pas castriste, je ne suis pas communiste, mais si c'est pour faire tomber le communisme, il faut appuyer la révolution orange, merci, je ne veux pas faire encore le communisme. Voilà, ça c'est la logique dans laquelle je vois les choses. Tu disais il faut regarder le réel et sortir un petit peu de tous les schémas incapacitants dans lesquels on s'est laissé enfermer pendant trop d'années. Aujourd'hui, ta vision des enjeux des prochaines années sur lesquels on devrait se concentrer. Si on évite justement tous ces faux semblants, tous ces... Mais le problème, c'est pour se concentrer, ça dépend de qui parle-t-on. Parce qu'on sait souvent le cas de quelqu'un qui est un observateur et un tifosi, parce que c'est normalement ça. Et on ne sortira jamais. Parce que si on parle d'une force politique, elle doit se concentrer sur quelque chose dans lequel elle agit, elle bâtit.
Si on parle de quelqu'un qui est en train de regarder le match anti-vous à la télé, bon, il faut qu'il espère quoi? Qu'il espère, parce qu'il n'y a pas d'autre chose, qu'il espère que le producteur et les petits peuples puissent revenir avoir un poids et rentrer en jeu dans l'économie sociale du futur, qu'il espère qu'il y a une vision identitaire, pas dans le sens marginal, mais dans un sens plus important qui reprenne, et il faut qu'il espère qu'il y a une vision impérialiste, même européenne, qui permet de changer l'approche par rapport au pouvoir et par rapport au destin, et aussi par rapport à l'immigration. Donc il faut espérer qu'il y a tout ça, et tout ça petit à petit, je pense que c'est en train de se vérifier, pas le premier, le deuxième, oui, le premier, c'est-à-dire l'organisation sociale, politique de producteurs et du peuple, s'appartiennent aux forces qui disons, utilisant un mot excessif, forces révolutionnaires. En plus, il n'y a pas de force révolutionnaire, il n'y aura pas. Est-ce que je peux essayer de conclure en disant le monde est en train de se restructurer, ce qui arrive là, la dictature sanitaire, ça aurait dû arriver et ça va continuer. Par contre, le véritable enjeu, c'est d'arriver à rester une Europe puissance, et pour ça, de ne pas se fractionner et de revenir vers des souverainismes, ce qui serait une régression. Est-ce que ça c'est un véritable axe de travail, de continuer à se battre, et c'est ce que tu fais avec les Lansquenets, pour une vision d'une Europe puissance? Est-ce que ça c'est un... Oui, mais je veux dire un truc, les choses ont tellement bougé qu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas pour une Europe puissance, ils sont encore dans un imaginaire de passé. Jusqu'il y a 2 ans, ils étaient nuisibles. Aujourd'hui, ils n'ont aucune importance. C'est même pas le vrai cas. Qui était nuisible? Les souverainistes. Mais il y a 2 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus de souverainistes. Parce que c'était déjà impossible à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est évident qu'ils sont impossibles. Donc, et en plus, dans les enjeux pour essayer de paralyser la dynamique européenne, les Anglo-Américains les ont utilisés jusqu'à ce qu'ils n'avaient besoin, ils n'en ont plus besoin. Donc, le souverainisme, c'est à certains niveaux, c'est-à-dire à niveau, comment dire, d'un certain milieu politique, enfin, ça reste un poids. Mais dans l'ensemble de choses, ce n'est pas plus que le bretonnisme, ou que, je ne sais plus, ou que le néo-bourbon, etc. Ça n'a pas d'impact réel. Donc c'est même pas le vrai problème. Le vrai problème est un autre. Le vrai problème, c'est qu'il faut quelqu'un qui puisse prendre la conscience que le fait qu'il n'y a plus l'apparence de la démocratie est positif, et que le fait que le roi soit nous et qu'on voit que c'est toujours une question entre peu de gens est positif, et que la déstructuration de certains secteurs productifs a un potentiel énorme dans lequel il faut agir, parce que c'est pas la peine de regarder. Mais qu'en fait, il y a 2 grands problèmes, qui sont liés, sont la démographie et, pour parler Cambridge, l'absence de couilles. Parce qu'en fait, on a dévirilisé les hommes et tout le reste vient de là. Quand tu as dit juste avant, il y a l'économie qui est en train de se détruire, il faut prendre des places pour reconstruire nos économies et pas laisser les autres la prendre. C'est ça que tu voulais dire? Tout à fait. D'accord. Ok. Les amis, questions à Gabriele, ou des points de précision, ou des points de désaccord, ou un petit mot pour conclure? Je vais conclure. Non, je suis carrément d'accord sur la valeur pédagogique de la situation actuelle. Effectivement, aussi, ça permet effectivement de plus en plus de gens de comprendre la nature réelle du système dans lequel on vit depuis en fait très longtemps. Sauf que c'était pas perceptible, c'était pas visible. Là, ça commence à devenir évident pour de plus en plus de gens. Ensuite, alors, sur les questions géopolitiques, en fait, je suis ni d'accord ni pas d'accord. En fait, je pense que ça se discute. En fait, t'as plein de trucs intéressants et effectivement, c'est sur lesquels moi, je n'ai pas d'avis définitif.
Alors en revanche, là, sur la question des vaccins, là j'ai un avis très clair en fait. Enfin, je l'ai exprimé tout à l'heure, enfin avant que tu arrives. Bon, il y a vraiment des effets physiologiques, mais vraiment nocifs qu'on peut déjà décrire en l'état actuel des choses, avant même qu'il y ait des effets secondaires ou des morts. Et des morts, il y en a en plus. Je veux dire, ça arrive. Ce qui est paradoxal, parce que vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord, comme la société n'arrivera pas à se mettre d'accord, mais ça veut dire qu'il y a un nouveau paradigme, une nouvelle fracture qui est en train de se mettre en place et qu'elle va complètement changer la donne. À mon avis, on sera plus sur du droite-gauche, on sera sur ce schéma de pensée-là. Enfin, c'est comme ça que ça va se restructurer. En fait, concernant les vaccins, en tout cas, si on explique les choses, comme je les ai expliquées tout à l'heure, on est bien obligé d'admettre que les vaccins ARN messagers sont une espèce de potion magique qui va complètement bousiller, en fait, qui va complètement réécrire tout l'équilibre interne cellulaire. Ça, c'est absolument incontestable, c'est des faits physiques. On ne vous mettra pas d'accord, et je ne vais pas chercher à vous donner raison ni à l'un ni à l'autre. Ce dont on est sûr, c'est qu'ils sont encore expérimentaux jusqu'à 2021, 2022 ou 2023. Donc pour l'instant, on n'a pas de conséquences. C'est obligatoire, parce qu'il faut un certain temps avant que ce soit déclaré non dangereux. En fait. Oui, non expérimental. Quand on a bloqué la polio qui est en train de... je ne dis pas... je ne vais pas passer pour le pro-vax. Je dis, j'ai une vision très laïque sur la chose. Quand la polio qui était en train de faucher les gens, a été bloqué, tuer les adultes et paralyser les enfants, ils sont sortis 2 vaccins. Tous les 2 étaient absolument expérimentaux, et ils ont dit, vous le faites à votre danger. Tout le monde l'a fait, beaucoup de monde l'a fait, ça a bloqué le polio. Il faut 3, 4, 5 ans pour qu'un vaccin ou quoi que ce soit ne soit pas expérimental, ça c'est pas évident. Mais moi je précise, je ne suis pas anti-vaccin religieux, c'est pas ça le débat. Là c'est que j'ai compris comment fonctionnaient les 2 vaccins à ARN messager inoculés en France. Mais il y a d'autres qui ne sont pas ARN messager, il y a 2 qui ne sont pas ARN messager. Mais qui sont à OGM, c'est peut-être encore pire, je veux dire, et qui sont avec le AstraZeneca, et quand on regarde la composition, au final, est-ce que ces nouvelles fractures, elles sont pas en train de cacher la recomposition d'un monde que finalement on va pas voir parce qu'on est sur des objectifs secondaires? Est-ce que ce reformatage de l'économie mondiale avec la prééminence de l'informatique, il peut avoir des conséquences quand même sur la durée, sur les libertés? Liberté, il n'y a pas, donc on ne peut pas quitter quelque chose qui n'existe pas. C'est une illusion pour toi, Lévi. Non. Alors, par contre, pour ce qui concerne la chose, je pense que nous sommes en pleine explosion d'une phénoménologie qui est l'américanisation complète de la psychologie, non seulement politique, de toute l'Europe. Donc, qu'est-ce que tu entends? J'entends qu'on répercute, on a partout, aujourd'hui dans nos pays, le même débat de fondamentalistes bibliques qui est celui entre les démocrates et les républicains. Donc on a créé des fondamentalismes, disons un fondamentalisme scientiste, un fondamentalisme mormon, grosso modo pour dire. Et dans ce jeu-là, on a une espèce de guerre civile religieuse entre deux gens qui se détesteront ou qui se méfieront l'un de l'autre. Il y aura les vaccinés qui diront le non vacciné ce sont ceux qui portent le Covid, et il y aura les non vaccinés qui diront que c'est les vaccinés qui portent la Covid, et se regarderont l'un c'est déjà le cas, et tout ça sera encore une médiatisation et une brute qui n'auront brute et qui là oui on le botomise. Donc pour moi c'est tous des faux débats, mais bon je vais peut-être Georges. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on vient de dire. Je vais simplement rebondir un instant comme conclusion concernant Emmanuel Macron. La plupart des biographes rappellent qu'Emmanuel Macron, en 2002, au premier tour, a voté pour Chevènement.
qu'il a fait un mémoire de maîtrise, l'équivalent d'un mémoire de maîtrise sur Machiavel, et qu'il a bien connu Paul Ricoeur, qui est un philosophe protestant, penseur de l'identité. Et quand il parle de souveraineté européenne, là je rejoins Gabriele, on peut le croire, surtout quand il dit que l'OTAN est en mort cérébrale. Mais le problème, c'est qu'il essaye encore de jouer avec les superstructures qui enserrent la France et l'Union dite européenne. D'où une certaine réaction et des réticences. C'est toujours le fameux « en même temps ». Tu penses que quand dans son fameux discours du 12 juillet, il dit qu'il veut relocaliser de la production en Europe ou en France, il y a un fond de sincérité ou c'est encore des promesses d'un banc? Non, ça c'est sûr. La tendance de l'économie franco-allemande est à la fois c'est une logique, évidemment, après il faut voir quelle économie et tout ça, mais c'est une logique de reconquête à niveau impérialiste de capitaux, et ça fait depuis quelques années que surtout les Allemands pensent ceci. Donc je pense que c'est vraiment l'air, au moins l'air souhait. Je ne sais pas s'ils y arriveront, mais c'est leur souhait. Parce que quand même, là, le premier épisode Covid a quand même montré qu'on était devenus des nains en termes de production et qu'à terme, on pouvait crever très rapidement. Oui, mais ça va passe pour tout le monde. Non, mais on est d'accord. Mais en tout cas, si cette prise de conscience elle est sincère, elle reste intéressante. On ne va pas s'en plaindre. On ne va pas s'en plaindre le fait qu'on nous ramène des industries qui peuvent un jour nous servir, alors que jusqu'à présent, c'était la religion contraire. Débarrassons-nous de la production et faisons faire là où c'est le moins cher. Macron est un Janus, le dieu romain qui a deux visages, qui regarde le passé et l'avenir, et qui était aussi le dieu quand je crois que les portes du temple de Janus étaient ouvertes quand Rome était en guerre. Je suis tombé dans un nid de macroniste. Et oui, ce soir sur Méridien Zéro, il y a les macronistes d'extrême droite. Voilà. Bon, n'exagérons rien. Un dernier mot de conclusion ? Non, mais alors moi je suis vraiment pas macroniste. Non, mais ouais, je plaisante. Non, mais je découvre que Macron fait des choses bien, donc ouais. étonnant. Non, mais bon, enfin, d'autres personnes auraient pu faire la même chose en mieux. Enfin, supposer qu'il est vraiment pas fait. Oui, voilà. Mais bon, justement, alors il faut travailler à ce que des gens puissent faire le même travail en beaucoup mieux. Je suis d'accord. Et voilà, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on est réunis là, près d'Aix-en-Provence. Alors, un dernier mot pour conclure. Du coup, le travail des lance-quenets d'Europe a vraiment pris une dimension européenne maintenant, Gabriele. Comment tu vois les choses pour l'avenir ? Comment je vois les choses pour l'avenir, ça dépend beaucoup de la façon dans laquelle on rentre un diapason un syntonie avec le temps. C'est-à-dire il faut donner d'autres symboles, d'autres visions au ton. Il ne faut pas donner un autre ton au ton. Ça, c'est pas possible. Alors, je vois que les choses petit à petit vont dans une certaine direction, puisque elles vont dans une direction impérialiste, capitaliste, européenne. Elles vont quand même d'une façon de réalisation, de toute manière, même de façon mauvaise de l'Europe. Et donc la question, c'est qu'il faut profiter de cette dynamique pour faire une autre Europe, pour faire mieux ce que les autres. Ce qui est sûr que dit Lucien, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas en train de dire ça vaut encore plus pour De Gaulle, mais ça vaut pareil pour Macron. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut voter Macron ou sauver Macron. Mais simplement, je suis en train de dire que dans tous les lots, tous les autres sont pires. Ok. Travaillons à un autre avenir et pour essayer de le faire un jour. Écoutez mes camarades, merci. Il est minuit, l'heure des spaghettis. Cette année, je crois que c'est des spaghettis à l'arabiate. L'année dernière, c'était des spaghettis à l'ail. Écoutez, mes camarades, à l'abordage. Et pas de quartier. Pas de quartier.